Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture, Médias, Algérie, qui vous propose ce voyage à travers la mémoire collective de l'Algérie, un récit qui cherche à mettre en lumière les tensions, les ambiguïtés et les paradoxes qui ont façonné notre société depuis l'indépendance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la rencontre entre la ruralité et l'urbanité, de l'exode rural, de l'architecture, de la parole, de la culture et du temps. Ce récit est une plongée dans les strates sociales, culturelles et temporelles de notre pays, une lecture attentive des transformations qui ont marqué notre espace et notre identité. Ibn Khaldoun, dans sa Muqaddima, nous rappelle que la civilisation naît toujours de la tension entre le monde rural et le monde urbain. Le rural serait marqué, selon lui, par la simplicité, la solidarité et la force des liens, tandis que l'urbain se caractériserait par la complexité, la richesse et parfois la décadence. Cette dialectique khaldounienne est au cœur de ce que nous vivons encore aujourd'hui. Une Algérie trop marquée par l'exode rural, par la migration des paysans vers les villes, par la constitution de nouveaux espaces hybrides que nous pouvons appeler rurbains. Après l'indépendance, des milliers de ruraux quittent leurs campagnes. Ils désertent les terres agricoles, souvent appauvries, pour rejoindre les villes en quête de travail, de dignité, d'un avenir meilleur. Au départ, les populations migrantes s'installent dans des bidonvilles qui ceinturent les grandes entreprises industrielles, véritables aimants d'espérance et de survie. C'est ce que nous expliquent un certain nombre d'économistes et de sociologues algériens connus comme Benachenhou, qui a écrit un ouvrage sur l'exode rural, Ben Hassine, Gilali Liabès et Ali El-Kenz notamment. J'ai moi-même travaillé sur ce que j'ai appelé le syncrétisme paradoxal, que j'expliquerai après dans ce texte, dans les ouvrages que j'ai publiés chez Amazon, l'Algérie, culture et identité, l'Algérie, une société, une histoire, et l'Algérie, une histoire en mouvement. À Al-Hajjab, donc il y a euh, cette ruralisation, si on peut parler ainsi, de la ville qui va donner lieu à ce que j'appelle le syncrétisme paradoxal. Al-Hajjab, par exemple, autour du complexe sidérurgique de Sider, s'est progressivement dessinée une ceinture de baraques précaires témoignant de l'attraction exercée par ces pôles de production sur des populations en quête de travail et de dignité. Ce phénomène s'intensifie surtout après l'épisode des industries industrialisantes, lorsque l'Algérie, portée par l'élan de ses politiques de développement, voit surgir de gigantesques usines censées incarner la modernité, entre guillemets, je mets les guillemets parce que j'estime que cette notion est indéfinissable, et l'autonomie économique. Mais au cœur de cette dynamique apparaît ce que j'appelle le syncrétisme paradoxal, l'expression d'une rencontre inattendue et pourtant structurante
entre des formes diffuses issues des espaces ruraux et urbains, entre le formel et l'informel, entre la modernité entre guillemets affichée et les pratiques ancestrales. Nous sommes en présence d'une unité disséminée où les fragments de monde hétérogènes cohabitent sans jamais se fondre totalement, produisant une texture sociale singulière. Ce concept de syncrétisme paradoxal est né d'une observation concrète. Dans les bidonvilles, j'ai assisté à une cohabitation diffuse et presque surréaliste entre la télévision, symbole d'ouverture au monde et de modernité, et le mezwoud, ce récipient traditionnel destiné à conserver ou fermenter le lait. Cette juxtaposition, relevée lors d'un reportage en 1982 pour l'hebdomadaire Algérie Actualité, illustre parfaitement la tension créatrice entre deux univers, celui de la technologie importée et celui des pratiques vernaculaires. C'est dans cette friction, dans cette hybridation paradoxale, que se dessine une part essentielle des pratiques sociales algériennes contemporaines. Mais à partir des années 1980, ce rêve se fissure. La déstructuration progressive de ces complexes, les ajustements structurels et l'érosion des ambitions initiales laissent derrière elles des territoires fragilisés. Les bidonvilles, loin de disparaître, deviennent alors les témoins d'un paradoxe, celui d'une industrialisation inachevée, où l'espoir d'un avenir ouvrier se transforme en une lutte quotidienne pour la survie dans des marges urbaines. Ces bidonvilles deviennent les marges de la cité, des espaces informels où se mêlent solidarité et débrouillardise. Puis, progressivement, ces populations s'installent dans les périphéries, dans des lotissements résiduels attenant aux zones industrielles et commerciales. Ce type de construction n'est pas le propre uniquement de l'Algérie, mais on peut trouver cela en France, par exemple, dans les banlieues, par exemple dans la banlieue parisienne. La ville se métamorphose, elle se dilate, elle engloutit les villages alentours, elle se peuple de microcultures qui viennent enrichir son tissu social. Ce processus de transformation, loin d'être neutre, entraîne une perte progressive de ses attributs originels. Sous la pression constante du déficit en logement s'impose une architecture souvent inesthétique, dépourvue de force symbolique, marquée par des formes permissives et des constructions improvisées. Ainsi, la ville se recompose dans une tension permanente. D'un côté, l'élan vital de son expansion, nourri par l'arrivée de populations et la diversité des pratiques culturelles, de l'autre, l'affaiblissement de son identité architecturale et urbaine, remplacée par des édifices sans mémoire ni cohérence. Ce contraste révèle une urbanité en mutation où la croissance matérielle ne parvient pas toujours à s'accorder avec la profondeur historique et esthétique des lieux. Ce phénomène de rurbanité, une alliance un peu particulière, n'est pas un simple mélange. Il est une synthèse ambivalente, une négociation
permanente entre deux mondes. Les attitudes rurales imprègnent la ville, tandis que les pratiques urbaines s'infiltrent dans les campagnes. Nous sommes en présence de ce que j'appelle un syncrétisme paradoxal, c'est-à-dire deux instances qui paraissent synthétiques mais qui restent diffuses, disséminées, jamais totalement fusionnées. Ce syncrétisme paradoxal est la marque de notre transculturalité, une société qui vit dans l'entre-deux, dans l'ambiguïté, dans la tension entre ces deux mots, ces deux espaces, tradition entre guillemets et modernité entre guillemets. L'architecture dit cette réalité. Les blocs résidentiels construits à la périphérie, les zones industrielles et commerciales, les villes diffuses mal agencées, tout cela témoigne d'une absence de projet clair. Ce sont des lieux informes, ni tout à fait des villes, ni tout à fait des campagnes. Michel Foucault parlait d'hétérotopie, ces espaces absolument différents, localisables mais hors de tous les lieux. L'architecte Rem Koolhaas a parlé de junk space, c'est-à-dire des lieux résiduels mais dépourvus de cohérence architecturale. L'anthropologue Marc Rouget parle, lui, de non-lieux. Nos périphéries algériennes sont exactement cela, des hétérotopies saturées, des espaces ambivalents où l'informel prospère, où l'économie marchande se répète, où l'architecture du même se reproduit sans fin. La société est piégée par l'inconscient colonial. Après 1962, le tissu urbain et rural n'a pas été repensé. Les grands habitats haussmanniens ont simplement changé de main. Les HLM ont été construits dans l'urgence, reproduisant le modèle colonial. Le Comédor, créé en 1968, n'a pas remis en cause le schéma du plan de Constantine. Même les projets modernes, portés par des architectes internationaux comme Niemeyer, Tange, Ravro, Bofill, Moriti, Pouillan, n'ont pas donné naissance à une cohérence sociale. Alger s'est couverte de projets épars. Riyad el-Fath, la bibliothèque du Hamma, le palais de la culture, autant de monuments isolés sans unité. Et dans ce paysage, la parole est ambiguë. Les discours oscillent entre modernité et archaïsme. Des mots, comme je l'ai dit au départ, indéfinissables, qui veulent dire énormément de choses et ne rien dire du tout. Les actes de langage sont ambivalents, souvent inefficaces. Pierre Bourdieu nous rappelle que parler n'est pas dire dans son ouvrage ce que parler veut dire. La parole peut être logoréique, bavarde, mais sans efficacité si elle n'est pas prise en compte par les pouvoirs publics. La parole est souvent aphone, neutralisée, réduite à un simulacre. La culture, elle aussi, est en déshérence. Trop peu de bibliothèques, trop peu de salles de lecture, trop peu de cinéma. Dans les premières décennies, pourtant, il y eut des projets ambitieux. Le projet des 1000 bibliothèques, les cinébus, les maisons de la culture, la subvention du livre, le théâtre, les arts plastiques, la littérature étaient encouragés. Mais à partir des années 80 et surtout dans les années 90, décennie où sévissait le terrorisme, une régression s'impose. La lutte pour l'hégémonie culturelle exclut les arts et la littérature. Le discours néolibéral mal défini favorise l'informel, les cours particuliers, la marchandisation de la culture. Les enjeux identitaires sous-tendent les revendications.
on va, durant cette période, ne pas arrêter de parler d'identité. Et d'ailleurs, on a toujours considéré chez de grandes clientèles l'identité comme un espace statique, ce qui ne devrait pas être le cas. L'identité est mouvante, est volage, est mobile. Les espaces médiateurs manquent. L'absence de débats sérieux, de structures associatives solides laisse les champs libres aux discours dominants. Les élites sont souvent soupçonnées, marginalisées. Les débats sur la culture amorcés dans les années 60 par des figures comme Mustafa Al-Sharaf, Mohamed Boudia, Mourad Bourboun sont brutalement interrompus. La presse censure, les revues ferment, les voix dissidentes qui s'exprimaient peuvent parler, mais sans qu'elles soient réellement écoutées. Il n'y a apparemment plus de presse au sens plein du terme, et pourtant certains continuaient d'écrire Harbi, Bourboun, Boujidra, Katib Yassine, Ben Nabi. Ils refusent la complaisance, ils dénoncent l'ambiguïté du discours dominant, mais le système social produit ces élites connes, ces écrivains de service, ces structures monologiques. L'Union des écrivains algériens, par exemple, devient un instrument du discours dominant. La polyphonie est évacuée. Après 1988, tout le monde se met à écrire. Les anciens ministres, les journalistes du Sérail, les universitaires collaborent avec des revues, même donc avec des revues, parlent, publient des articles. Les journalistes, c'est tout à fait normal. Mais le résultat est immense. La culture algérienne, mais le retard, pardon, est immense. La culture algérienne reste en quête d'une identité nationale hypothétique, figée, statique, alors que l'identité algérienne, elle est présente dans notre société, mobile. Je ne vois pas pour quelle raison nous sommes toujours en quête d'une identité illusoire. Nous vivons quotidiennement notre algérianité. Les tabous hérités du mouvement national dictent toujours leurs lois. L'ambiguïté du langage empêche l'émergence d'un projet culturel global. Et c'est là que la question du temps devient essentielle. Le temps est élastique, réduit au passé et au futur, excluant le présent. Cette manière de faire, cette façon de faire, cette conjugaison du temps au futur antérieur, elle marque tous les pores de la société. Le futur antérieur enveloppe les discours officiels et aussi les discours sociaux, servant de masque de justification, de déni du présent. Le passé est mythifié, reconstruit, folklorisé. Le futur est illusoire, souhaité, mais irréalisable. Gilles Deleuze nous rappelle que ce qui compte, c'est le milieu, le présent. Mais en Algérie, trop souvent, le présent est oublié, marqué du sceau, du désenchantement chez une partie de la société. Le langage lui-même révèle cette
temporalité ambivalente. Les pronoms il et nous marquent la distance. Le on impersonnel neutralise le collectif. Le double et son clone, cher au penseur Michel Foucault, marquent toutes les relations sociales. Du temps de la colonisation, avant 1962, le colonisateur avait mis en scène le civilisé et le barbare, catégorie frauduleuse. Le colonisé était péjoré, son discours présenté comme statique. Le mythe tentait de se jouer de l'histoire, tordant le cou au tas. Cette temporalité ambivalente se lit dans notre langage. Le on, impersonnel, comme nous l'avons déjà dit, neutralise le collectif. Il démagestue, si j'ose ce néologisme, le nous. Il joue sur plusieurs registres. Il se substitue tantôt au nous, tantôt au il. Il voyage dans l'ambigu et l'ambivalent. Le signe et son clone participent à une mise en accusation silencieuse dépouillant l'histoire de sa profondeur et de sa gravité, même au niveau de l'administration. Le temps semble élastique, malléable, presque indifférent à la rigueur. Dans la société, le retard s'est installé comme une norme implicite. Il fait désormais partie de la nature des choses et des êtres, et je préfère mettre entre guillemets nature des choses et des êtres. Parce que finalement, rien n'est naturel. Nous avons fait de quelque chose qui peut être transformé comme une chose naturelle. Un rendez-vous fixé pour aujourd'hui se traduit souvent par quelques heures de décalage, parfois par une journée entière, sans qu'il ne soit jamais nécessaire de s'excuser. Cette tolérance est même célébrée par une sagesse populaire qui érige le retard en vertu. Tout contretemps porte en lui un bien. Ou encore, l'iqra qara bikri, celui qui a étudié l'a fait tôt. Ces dictons, loin d'être anodins, révèlent une culture où la temporalité se vit autrement, où l'imprévu est intégré comme une composante naturelle de l'existence. De là surgit un langage ambigu, oscillant entre deux pôles. D'un côté, les jeux de la modernité, entre guillemets, avec ses exigences de rationalité et de ponctualité. De l'autre, des conduites traditionnelles et archaïques qui valorisent la souplesse et l'adaptation. Nous sommes en présence d'une véritable archéologie sociale faite de strates contradictoires et de langage ambivalent où chaque parole, chaque pratique porte la trace d'une société traversée par des tensions et des solidarités. Dans cet univers double, la rurbanité elle-même peut être comprise comme une transculturation, une construction syncrétique de la rencontre inconsciente entre les strates rurales et l'espace urbain, naît un univers syncrétique paradoxal, une synthèse peu aboutie, faite de négociations, de traits tirés des deux lieux, d'actes de langage singuliers et d'attitudes dissemblables. L'attitude transculturelle n'exclut pas la présence du double, de l'objet et de son clone. Toute décision est déterminée par ce magma complexe de comportements ambivalents. Mes amis, ce récit n'est pas seulement une plongée dans l'histoire de l'Algérie.
c'est une invitation à réfléchir à notre présent, à notre culture. La réalité et la ruralité et l'urbanité, dans le sens d'Ibn Khaldoun, ne sont nullement des catégories figées. Elles sont des dynamiques, des tensions, des forces qui façonnent notre société. Le syncrétisme paradoxal que nous vivons est une chance autant qu'un piège. Il peut donner naissance à une transculturalité riche, ouverte, créative. Mais il peut aussi enfermer dans l'ambiguïté, dans l'informel, dans l'absence de projet. La culture, les arts, la parole sont les clés pour sortir de ce piège, libérer l'expression, valoriser les élites, repenser l'architecture, encourager le livre et les bibliothèques, les cinémas, les théâtres. Voilà ce qui peut transformer notre société et quitter toute posture de surenchère. La culture est essentielle. Nous devons apprendre à habiter le présent, à le valoriser, à le vivre pleinement. Le passé est une mémoire. Le futur est une possibilité, mais seul le présent est souverain. C'est dans le présent que se joue l'histoire, que se construisent les villes, que se créent les œuvres, que se libèrent les paroles. C'est dans le présent que nous pouvons dépasser l'inconscient colonial, briser les élites clones, inventer une polyphonie culturelle. Mes chers amis, si ce récit vous a touché, partagez-le, discutez-en, faites-le vivre, car c'est ensemble que nous pouvons transformer notre culture en valorisant notre mémoire, en habitant notre présent. Merci, chers amis, de m'avoir accompagné dans ce voyage. Encore une fois, merci de